Bon, décortiquons tout cela. Et si on disait que les manuels scolaires ont consciencieusement appliqué un espèce de filtre assombrissant sur tout le Moyen Âge? Ah, le fameux filtre sombre, ouais. Ouais, parce que depuis l'école primaire, on nous dépeint cette époque comme misérable, ravagée par la peste, les famines, la guerre de Cent Ans. La misère totale, quoi. C'est ça. Pourtant, la vérité, ou en tout cas celle qui est littéralement gravée dans la pierre des grandes cathédrales, elle montre une société florissante, sereine, et même baignant dans l'abondance. C'est un contraste qui est vraiment frappant quand on y pense. Carrément. Et donc aujourd'hui, on entame une plongée en profondeur dans une vision de l'histoire, de la langue et même de la matière qui, en fait, défie frontalement tout ce qu'on nous a enseigné. Et c'est vraiment le cœur de notre exploration du jour. On s'attaque à une œuvre monumentale, un véritable sommet de l'ésotérisme occidental. Les fameuses demeures philosophales, c'est bien ça? Exactement. Le premier tome des Demeures philosophales du très mystérieux Fulcanelli, avec bien sûr les préfaces de son disciple Eugène Cancellier. Des préfaces qui s'échelonnent sur pas mal de temps, non? Ouais, de 1929 à 1965 environ. Et l'ambition de ces textes, elle est juste colossale. Ils affirment que l'alchimie, c'est pas une chimère de charlatans du passé. C'est pas juste des vieux fous dans des caves. Non, pas du tout. C'est présenté comme une science absolue, omniprésente, et qui se cache littéralement sous nos yeux. Bon, alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent que l'idée aujourd'hui, ce n'est évidemment pas de valider ou de rejeter ces théories en bloc. C'est clair. On laisse la science et l'histoire académique faire leur boulot. Voilà. Notre mission, c'est plutôt d'enfiler les lunettes de Fulcanelli pour voir le monde exactement comme un maître alchimiste du siècle dernier le concevait. Et franchement, le changement de perspective est radical. C'est une construction intellectuelle d'une logique implacable. Alors pour se mettre vraiment dans l'ambiance, comment on pourrait planter le décor là? Imaginons que notre environnement se transforme à l'instant. L'arrière-plan devient une immense bibliothèque gothique. Ouh, j'aime bien ça. Plongée dans la pénombre, tu vois. L'architecture est ogivale, les murs sont tapissés de manuscrits anciens. Et la lumière? La seule source de lumière provient de la lueur vacillante et chaude d'un grand feu de cheminée. Parfait. C'est l'ambiance requise en fait, car le postulat de base de l'œuvre de Fulcanelli est très clair sur un point. La véritable connaissance n'est jamais, au grand jamais, donnée gratuitement. Elle se mérite, c'est ça? C'est ça, elle exige un effort de décryptage constant. D'accord. Alors commençons par ce fameux paradoxe historique dont je parlais au début. Les textes montrent à quel point l'alchimie remet en question les chroniques officielles. Ouais, le paradoxe entre le parchemin et la pierre. C'est ça qui devient vraiment intéressant. On a d'un côté ces manuscrits qui nous décrivent des massacres interminables, et de l'autre, les statues des cathédrales gothiques. Du XIIIe ou XIVe siècle, ouais. Et quand on observe ces sculptures, on ne voit aucun visage émacié. On voit des personnages dodus, des moissonneurs qui sourissent, des enfants joufflus. La pierre respire la joie de vivre. Ce qui est très perturbant quand on a en tête l'histoire officielle. Mais du coup, la question se pose. Est-ce que ces sculpteurs n'idéalisaient pas tout simplement leur monde? Un peu comme un mauvais filtre sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour offrir un réconfort spirituel face à la misère. Eh bien, la logique voudrait qu'on réponde oui. Mais l'argumentation de Fulcanelli démontre précisément le contraire. Et il s'appuie sur des détails architecturaux qui sont indéniables. C'est-à-dire? En fait, l'art gothique est par essence fondamentalement réaliste. Il ne s'agit pas du tout de l'idéalisation romantique qu'on retrouvera plus tard à la Renaissance. Donc ils sculptaient ce qu'ils voyaient vraiment. Exactement. Les artisans puisaient leurs modèles directement dans la rue. L'œuvre nous montre le moissonneur qui aiguise sa faux avec une précision anatomique parfaite. Ah oui, le geste technique est reproduit fidèlement. Voilà. Ou encore, l'ivrogne au nez fleuri qui titube à la sortie de la taverne. Tout y est vrai, brut. Et Fulcanelli insiste sur une réalité logistique implacable. Laquelle? On ne bâtit pas des merveilles d'ingénierie comme les cathédrales d'Amiens ou de Chartres au milieu des massacres et de la famine. Ah, c'est pas faux. C'est des chantiers colossaux. Un tel effort nécessite un surplus agricole immense, des routes commerciales pacifiées, une économie hyper florissante. L'art et la science ne peuvent fleurir que dans la paix. Ce qui amène l'auteur à citer un écrivain, Joris Karl Huysmans. Il a une formule géniale. Il qualifie l'histoire de « mensonge le plus solennel ». C'est redoutable comme expression. C'est très fort, ouais. Mais ça s'appuie sur la fragilité même du support écrit.
Les sources nous rappellent à quel point l'encre, ça se manipule facilement. Tout à fait. Et l'auteur donne des exemples historiques de manipulation flagrante. Comme la fausse tour de Caligula, érigée de toutes pièces pour faire croire à une victoire en Bretagne qui n'a jamais eu lieu. Ou les tombes grandioses mais désespérément vides de personnages historiques, comme le fameux condottiere Bartolomeo Colleoni à Bergame. Un texte, on peut le dicter, le falsifier, sur commande. Alors qu'un édifice de 100 000 tonnes de pierres flamboyantes, C'est un fait brut, indéniable. et c'est justement parce que les parchemins sont corruptibles, soumis au bon vouloir des princes, que les véritables philosophes ont choisi de confier leur savoir à un support inaltérable, la pierre. C'est le concept central des demeures philosophales, du coup. C'est ça. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de grandes cathédrales majestueuses. Non. Ça peut être quoi d'autre? N'importe quel support symbolique. Ça peut être une cheminée ouvragée dans un petit manoir de province, un cadran solaire ou même une simple statuette. Et ça nous mène à cette anomalie absolue mentionnée dans le texte, qui m'a vraiment fait halluciner, l'anecdote de la brouette de Blaise Pascal. Ah, un grand classique de l'hermétisme, celle-là. Parce que dans notre culture générale, on apprend tous que Blaise Pascal, le génie du XVIIe siècle, a inventé la brouette. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Sauf que Fulcanelli pointe du doigt une archivolte du portail nord de la cathédrale de Beauvais, Qui date de quand déjà? du XVe siècle. Ah. Et qu'est-ce qu'on y voit gravé dans le calcaire, des siècles avant la naissance de Pascal? Un paysan avec une brouette. Un paysan qui pousse une brouette au design parfaitement abouti, parfaitement moderne. Et c'est gravé dans la pierre. Ça soulève une implication immense. Ça veut dire que ces fameux latomis, tu sais, les francs-maçons opératifs, les sculpteurs de l'époque, Il possédait une avance technologique considérable sur l'élite académique officielle. une avance mécanique, mais aussi philosophique. Parce que, pour bien saisir la portée de ce livre de Pierre, il faut comprendre le changement de paradigme qui s'opère entre le Moyen-Âge et la Renaissance. D'accord, comment ça se passe? Selon les textes, l'art médiéval est purement scientifique et hermétique. Une cathédrale gothique n'est pas conçue pour flatter l'œil. Ce n'est pas juste pour faire joli. Pas du tout. Chaque ogive, chaque rosace a une fonction d'instruction. C'est un manuel de thermodynamique et d'astronomie pour l'initié. La Renaissance, en revanche, a méprisé le Moyen-Âge. Ah oui, il est jugé barbare, soi-disant pour leur manque de style. La Renaissance a réintroduit l'art pour l'art, le côté purement décoratif. Exactement. Et dans la perspective alchimique de Fulcanelli, c'est une décadence absolue. La Renaissance a sacrifié l'esprit sur l'autel de la forme. Au Moyen-Âge, l'esprit primait avant tout. L'allégorie et le symbole servaient de bouclier, en fait, pour protéger la véritable science. Mais alors, si l'édifice est un livre, une question me vient. Comment on distingue un simple élément architectural du quotidien, genre notre paysan à la brouette, d'un véritable message alchimique chiffré? Il faut une clé. Il faut bien une clé, oui. Parce que les auteurs voulaient transmettre ce savoir, mais pas au premier venu. C'est ça. D'ailleurs, Cancellier, dans ses préfaces, est très sombre sur la nature humaine. Surtout avec le contexte des guerres modernes. Ouais, il dit que si ces secrets tombaient entre de mauvaises mains, on s'en servirait pour détruire. C'est presque prophétique. Totalement. D'où le cryptage. Et cette clé de protection inviolable, c'est ce que la tradition nomme la langue des oiseaux. Ou la cabale phonétique. J'adore ce concept. Pour l'expliquer, j'ai pensé une analogie avec un système de cryptage moderne. Je t'écoute. C'est comme un coffre-fort de diversion. Une sorte de mot de passe à double authentification. L'orthographe officielle d'un mot, c'est le faux coffre-fort, celui qui est bien en évidence. Et que les académiciens s'acharnent à forcer. Exactement, ils l'ouvrent et trouvent des banalités. Mais le vrai trésor n'est pas dans l'orthographe, qui est un leurre total. Le message est caché dans la vibration sonore. Seul le son compte. Le faux coffre-fort, c'est une excellente image. Le texte regorge d'exemples de ces mots de passe. Prenez le prieur Bolton en Angleterre. Ah oui, son vitrail. Voilà. Pour signer son œuvre, il ne fait pas écrire B-O-L-T-O-N. Il fait sculpter une flèche Bolt, en anglais. qui traverse un tonneau, un tonne. Bolt-ton. Le son donne Bolton. Et la vengeance du ministre Louvois, aux Invalides en France, c'est pareil. Le roi refuse qu'il mette ses armoiries. Donc que fait-il? Il fait sculpter discrètement un loup, aux aguets, qui regarde par une lucarne. Un loup qui voit. Louvois, Louvois. La sensuelle est contournée par le son. C'est génial. Et au premier abord, on pourrait croire que c'est juste des rébus pour aristocrates. Mais Fulcanelli va beaucoup plus loin. Ce n'est pas un jeu, c'est l'idiome de la nature.
Et il affirme même que le français puise ses racines secrètes dans le grec archaïque des Pélages, pas dans le latin officiel. C'est une thèse linguistique radicale. Ça permettait aux initiés de cacher la science dans des calembours. Pharamond, par exemple. Pharamond, phonétiquement, ça devient le pharamond. Et sur certaines gravures, on voit un homme sur une tour avec un phare à la main, ce qui donne la date 420. Ou Clovis, qui devient Clo-Avise, littérairement enfermé. C'est fascinant. Mais le plus surprenant, c'est sur Cyrano-Bergerac. Attends, le breteur romantique au grand nez? Oubliez Edmond Rostand. Les demeures philosophales présentent le vrai Cyrano, un immense alchimiste. Son livre sur le voyage vers le soleil, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un traité opératoire. En langue des oiseaux, oui. Il y décrit comment condenser le feu universel. Et ce feu universel, c'est la transition parfaite vers la remise en question la plus bouleversante de notre exploration, la matière elle-même. Là, en tous au dur. Ouais, parce que la source dresse un réquisitoire sévère contre la chimie moderne. Elle dit que la chimie excelle dans l'analyse, mais a perdu l'esprit de synthèse, en ignorant la cause invisible, le feu ou l'esprit. C'est ça. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. La chimie moderne, elle fonctionne, tu vois. Elle crée nos médicaments, nos écrans, nos matériaux. Pourquoi l'alchimie la regarde-t-elle de haut? Parce qu'il y a une fracture philosophique. La chimie, c'est la science des faits. L'alchimie, c'est la science des causes. L'auteur utilise l'exemple de l'eau, H2O. D'accord, l'oxygène et l'hydrogène. Voilà. Prends 2 volumes d'hydrogène, 1 d'oxygène, tu les mélanges dans une cloche de verre. Il se passe quoi? Rien si on ne fait rien de plus. Exactement. L'équation algébrique est morte. Pour que l'eau naisse, il faut une étincelle, il faut du feu. Et ce feu n'apparaît pas dans la formule H2O. Nulle part. Et ce feu, cette énergie spirituelle, elle est partout. Le texte parle de la tribioluminescence du sucre. Ah oui, quand on brise un morceau de sucre dans le noir absolu, il émet une lueur bleue. D'où vient cette lumière? Elle n'a pas été ajoutée. Elle dormait dans l'architecture du sucre. Pareil pour le potassium qui s'enflamme au contact de l'eau. C'est fou. Et le livre dit que le chimiste moderne détruit un corps dans un alambic, regarde les cendres et dit « Je connais ce corps ». Alors que l'alchimiste lui répond qu'il l'a simplement assassiné. Il n'étudie qu'un cadavre. C'est le mot. Et ça nous amène à la spagérie et à la vie des métaux. Parce que, pour l'alchimie, la matière est vivante. Les minéraux naissent, grandissent et meurent. Absolument. C'est là qu'on parle du détail stupéfiant sur le vieillissement des rails de chemin de fer aux États-Unis. L'acier vieillit, il perd son énergie vitale et se brise soudainement. Comme s'il était devenu sénile. C'est exactement ça. Mais alors, si un métal vit, est-ce qu'on peut l'accélérer pour en faire de l'or? C'est la quête ultime. C'est là qu'il y a un immense malentendu. La chimie moderne ne descend pas de la chimie spirituelle. Elle descend de la spagérie et de l'archimie. Les fameux souffleurs, ceux qui manipulaient ça pour l'argent? Ouais, les apprentis sorciers. Et le texte donne même, de façon très impartiale, une recette alchimique. La recette de l'or naissant? C'est ça, on dissout de l'argent pur dans de l'acide azotique, on réduit avec du zinc, on obtient une poudre qui, une fois compressée, ressemble à de l'or. Mais ce n'est pas vraiment de l'or. Visuellement et chimiquement, ça y ressemble. Mais il manque la densité. C'est un or juvénile, pas encore adulte. Il lui manque la maturation dans les entrailles de la Terre. Exactement. La nature est vue comme un immense organisme en croissance, pas comme une machine inerte. C'est une vision tellement poétique et puissante. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de décortiquer, ça transforme complètement notre regard. Ah ça, c'est sûr. Qu'on conteste les chroniques historiques, qu'on admire une cathédrale, qu'on joue avec la phonétique d'un mot, le message est toujours de refuser l'illusion de la surface. Il faut chercher la dynamique invisible. La vraie révélation n'est pas de changer le plomb en or matériel, mais d'adapter le rythme de notre âme à celui de l'univers. C'est une belle conclusion. Mais attends, j'ai une dernière pensée provocatrice pour clôturer cette session. Ah, vas-y, je suis curieux. C'est tiré des marges du texte. Fulcanelli mentionne l'alchimiste de Bourges, Jean l'Allemand, et les Templiers. Il connaissait le secret d'un double cataclysme cyclique. Le basculement des pôles terrestres. Voilà. Un pôle ravagé par le feu invisible, l'autre par l'eau. Et si l'humanité a déjà subi ces purifications à cause de son avidité pour la science, et que les bâtisseurs ont gravé ces avertissements apocalyptiques dans la pierre pour les survivants, ça pose une vraie question sur aujourd'hui. C'est-à-dire? Eh bien, nos monuments actuels. Nos immenses serveurs de données, nos bunkers, notre architecture moderne en verre et en béton.
Est-ce qu'ils transmettent l'histoire d'une civilisation à son apogée? Ou les prémices d'une société qui s'apprête, encore une fois, à affronter le cataclysme. Voilà, c'est une question à méditer en regardant les bâtiments de sa propre ville. Si la pierre parle, que hurle le béton? Ça fait froid dans le dos, mais c'est fascinant. En tout cas, ça donne matière à réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. C'est tout pour cette plongée au cœur des demeures philosophales. Gardez l'œil ouvert et à la prochaine.